Il est 3h45 du matin, le 7 novembre 1980, dans une petite clinique au Mexique. Un patient de 50 ans vient de subir une opération chirurgicale de la dernière chance à laquelle il ne survivra pas. Les médecins ignorent alors qu'ils ont entre les mains l'une des plus grandes stars d'Hollywood, un homme que les passionnés de course automobile et de moto considèrent déjà comme une légende vivante. Cet homme qui vient de mourir, c'est Steve McQueen. Steve McQueen est mort. Il a été terrassé par une crise cardiaque. C'est ainsi que le King of Cool s'est éteint, lui qui a défié la mort dans ses films comme sur les circuits, perd la vie non pas dans une course folle ou dans une cascade spectaculaire, mais dans le calme impersonnel d'une chambre d'hôpital. Un cancer foudroyant vient de le battre dans son dernier combat. Acteur rebelle, pilote de moto intrépide, collectionneur de bolides et idole insaisissable, mais qui était réellement Steve McQueen, cet homme aux multiples facettes? Comment est-il passé de la délinquance à l'adolescence, à l'icône absolue d'Hollywood et des sports mécaniques? Laissez-moi vous raconter le destin hors norme d'un homme complexe, presque insaisissable, qui a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma et des sports mécaniques. Quand on parle de sport mécanique, on pense souvent à une course mythique, les 24 heures du Mans, et aussi à des pilotes légendaires comme Jackie Ickx ou Henri Pescarolo qu'on a eu la chance d'avoir sur ce podcast, mais aussi à des autos qui sont devenus mythiques, et rajouter à cela le fait que c'est une course très difficile, vous avez le cocktail magique d'une course unique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage exceptionnel, les 24 heures du Mans, qui est publié chez Cercle d'Art. Cette maison d'édition est une institution depuis 1950, regardez ce bouquin, c'est une institution dans l'univers des beaux livres d'art. Ce qui m'a complètement bluffé, c'est la qualité de ces photographies d'archives. On a là des clichés rares qui capturent l'essence même de cette course automobile si particulière. Le papier épais, l'impression ultra soignée, la couverture, tout est pensé pour que ce livre soit un véritable objet de collection. Et c'est exactement ce qu'il faut avoir dans sa bibliothèque quand on est passionné automobile et de belles images. Vous pouvez commander le vôtre que tous vos amis vont envier sur cercledart.com et grâce au code DBG, la livraison est gratuite. D'ailleurs, Cercle d'Art vient aussi de se lancer sur Instagram, @cercledart-d'édition, si vous voulez découvrir encore plus l'univers de cette maison d'édition d'exception pour les passionnés comme vous et moi. Maintenant, place au récit d'un homme devenu une véritable icône, tant du cinéma que de la course automobile et moto. Un homme qui était d'ailleurs très attaché aux 24 heures du Mans. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Steve McQueen. 1930, en plein durant la Grande Dépression, Terence Stephen McQueen, de son vrai nom, va naître dans l'Indiana d'une mère tout juste âgée de 19 ans et qui se retrouve très seule. 6 mois avant la naissance, le père de Steve, un pilote de voltige aérienne du nom de William McQueen, a abandonné la famille. Dépassée par la situation, Julia, sa mère, le confie dès ses premiers mois à ses proches. Le petit Steve est envoyé vivre à la ferme de son oncle, Claude, dans le Missouri rural. C'est auprès de cet oncle que le jeune Steve trouve pour la première fois un foyer stable. Il garde plus tard des souvenirs heureux de cette époque simple au contact de la nature, décrivant Claude comme un homme juste et bon qui lui a appris les valeurs du travail. Pour son 4e anniversaire, l'oncle Claude lui offre un tricycle rouge. Ce modeste cadeau va allumer une étincelle chez le petit garçon, une fascination pour les engins à roues, la vitesse et la mécanique. Steve racontera d'ailleurs que c'est ce tricycle qui a fait naître sa passion précoce pour la course. C'est pour son 8e anniversaire que sa mère refait surface. Julia s'est remariée entre-temps, souhaite reprendre son fils avec elle à Indianapolis. Mais la réunion familiale tourne mal, le beau-père de Steve est d'ailleurs violent. Très vite, Steve, qui est dyslexique et partiellement sourd d'une oreille, ne s'adapte pas à sa nouvelle vie. Il subit les coups de son beau-père et l'absence d'affection de sa mère tombée dans l'alcoolisme. À 9 ans à peine, après une énième correction brutale, Steve fugue et erre dans les rues livré à lui-même. Adolescent incontrôlable, Steve McQueen sombre très vite dans la petite délinquance à Los Angeles où Julia finira par s'installer. Il traîne avec des gangs de rue, on le surprend un jour même en flagrant délit de vol d'enjoliveur de roues. À 14 ans, son beau-père le bat encore violemment. Avec une incartade de trop, le jetant dans l'escalier, cette fois Steve se redresse et le met en garde d'un regard glacé. « Si tu me touches encore, je te jure que je te tuerai ». C'en est assez, convaincu que le jeune est incorrigible, le beau-père persuade Julia, sa mère, de signer une ordonnance pour le placer en maison de correction. C'est ainsi qu'en 1945, Terence Stephen McQueen, 15 ans, débarque au Boys Republic. Le Boys Republic, c'est en fait un établissement pour garçons difficiles à Chino Hills, en Californie. Au début, il va garder ses vieilles habitudes, il va défier l'autorité et tenter de s'enfuir à plusieurs reprises, mais c'est finalement grâce à l'encadrement des éducateurs stricts, mais justes, que Steve va commencer à changer et à mûrir. Incorrigible peut-être,
mais pas incapable de changer, écrira d'ailleurs un témoignage du centre à son sujet. Le garçon indomptable devient même un exemple, il se range, travaille en équipe et finit même par être élu au conseil des élèves chargé d'établir les règles de la vie en institution. Lorsqu'il quitte le Boys Republic à 16 ans, Steve McQueen est loin d'être un enfant de cœur, mais il a enfin trouvé une forme de discipline et d'estime de soi. Il n'oubliera d'ailleurs jamais cette institution et ce qu'elle lui a apporté, puisque plus tard, devenu célèbre, il reviendra rendre visite aux jeunes pensionnaires, jouant au billard avec eux et finançant même anonymement l'école par divers dons. Des années plus tard, on découvrira même qu'il exigeait des studios de cinéma, des cartons d'objets gratuits, jeans, chaussures de sport, rasoirs électriques, pour les offrir aux garçons de Boys Republic, retournant ainsi à sa manière l'ascenseur à l'établissement qui lui a donné une seconde chance. À 16 ans, McQueen retrouve sa mère, désormais installée à New York, mais il n'y reste pas longtemps. 2 marins de la marine marchande lui proposent d'embarquer et l'adolescent, en mal d'aventure, signe et prend la mer direction la République dominicaine. L'expérience tourne court puisque Steve déserte le navire une fois arrivé à destination, traîne quelques temps sur place, il aurait même trouvé un emploi dans une maison close pour survivre, avant de finalement reprendre la route. Commence une errance à travers les États-Unis, on le retrouve successivement au Texas où il vit de petits boulots, camelot dans un cirque itinérant, puis bûcheron dans les forêts glacées du Canada. Son vagabondage le mène jusqu'au Deep South où il est arrêté pour errance. Il est enchaîné au sein d'un chain gang. Vous savez, c'est comme dans les vieux films où on voit des prisonniers taper du caillou. Il fera ça pendant 1 mois avant finalement de pouvoir reprendre sa route. En 1947, il a 17 ans, McQueen est toujours en quête de repères et décide de s'engager dans les marines avec l'autorisation de sa mère puisqu'il n'est toujours pas majeur. Il est envoyé à Paris Island pour faire ses classes de recrues dans l'infanterie de marine américaine, mais s'il a gagné en maturité, Steve n'a pas perdu son esprit frondeur. La vie militaire et la discipline rigide ne lui conviennent guère au début. Le jeune marine se fait réprimander à de multiples reprises et rétrograder. Il pousse d'ailleurs l'insolence jusqu'à fausser compagnie à la base militaire pendant 2 semaines pour aller rejoindre une petite amie. Et arrêté après cette absence non autorisée, il résiste et finit 41 jours au cachot pour insubordination. Au bout de cette punition sévère, McQueen prend conscience qu'il n'a pas vraiment le choix. Soit il se ressaisit, soit il perdra tout. Steve canalise alors son énergie débordante dans quelque chose de positif et il se met à exceller dans sa formation, respecte les ordres et apprend à travailler en équipe. Son talent et son courage naturel peuvent alors s'exprimer. La légende raconte d'ailleurs qu'au cours d'un exercice dans l'Arctique, McQueen a sauvé la vie de 5 de ses camarades. En effet, un char amphibie, sous son poids, a fini par céder à la glace et sombre dans l'eau glacée. Steve plonge alors sans hésiter pour extraire ses frères d'armes du blindé en perdition. Cet acte héroïque lui vaut la reconnaissance de ses supérieurs et une place dans la garde d'honneur du yacht du président de l'époque, Harry Truman. En l'espace de quelques mois, l'adolescent bagarreur s'est donc mué en soldat exemplaire. Et en 1950, après 3 ans de bons et loyaux services, il est libéré de ses obligations militaires avec les honneurs. Les marines ont fait de moi un homme, j'y ai appris à vivre avec les autres et à me dépasser, dira-t-il plus tard de cette expérience fondatrice. C'est fort de cette nouvelle discipline et d'un pécule de soldat que Steve McQueen, désormais âgé de 20 ans, débarque à New York en 1950. Il ignore encore que ce qu'il a appris en maîtrisant sa rébellion va l'emmener vers un destin extraordinaire, bien au-delà des frontières de la caserne. En 1952, Steve profite du GI Bill, le programme qui finance les études des anciens combattants, pour s'inscrire à des cours d'art dramatique à New York. Le bad boy, qui n'a alors connu que la rue et sa dure loi, se découvre une nouvelle passion surprenante, le théâtre. Il étudie alors avec les plus grands professeurs d'art dramatique de l'époque, comme Sanford Meisner ou Stella Adler. Le jour, il enchaîne les petits boulots, docker le matin, vendeur de stylos en porte-à-porte le soir, et le week-end, pour gagner un peu d'argent, il participe à des courses de motos clandestines sur des circuits improvisés dans le Queens. McQueen achète ses premières motos, une Harley Davidson et une Triumph, et rafle souvent la mise. 100 $ par-ci, 150 par-là, qu'il empoche pour chaque course qu'il remporte. Il brûle l'asphalte le dimanche et monte sur les planches le lundi. Petit à petit, Steve commence à obtenir de vrais rôles. Sa présence magnétique, son regard bleu acier et son intensité silencieuse intriguent. En 1955, il décroche un petit rôle à Broadway dans Hateful of Rain aux côtés de Ben Gazzara. Peu après, il décide de tenter sa chance à Hollywood avec sa jeune épouse, Neil Adams, une danseuse qu'il a épousée en 1956. Il s'installe à Los Angeles dans un petit bungalow d'Echo Park. Les débuts sont modestes, quelques apparitions dans des séries télévisées, dont un rôle remarqué de chasseur de primes dans un épisode de Studio One. Cette prestation lui vaut d'être repéré par un agent, Ellie Elkins, qui voit en lui le potentiel d'un nouveau James Dean.
l'idole rebelle récemment disparue. En 1958, la chance tourne. McQueen obtient le rôle principal dans une série télévisée western intitulée Au nom de la loi, Wanted, Dead or Alive en anglais. Il y incarne Josh Rendall, un chasseur de primes taciturne au grand cœur. La série est un succès et propulse Steve sur le devant de la scène publique. Pour la jeunesse américaine, il devient cool sans même essayer de l'être. Son look, jeans, cigarillo aux lèvres, fusil à crosse sciée et son attitude nonchalante contrastent avec les héros lisses de l'époque. McQueen apporte à la télévision un vent nouveau. En coulisses, pourtant, il supporte mal la routine de tournage hebdomadaire. Lui rêve de cinéma et d'action grandeur nature. La légende veut qu'en 1959, pour se libérer de quelques jours de tournage de cette série télé, Steve provoque intentionnellement un léger accident de voiture afin de se porter pâle. Le temps de la convalescence, le grand réalisateur John Sturridge le choisit pour donner la réplique à Yul Brynner dans Les 7 mercenaires en 1960. Sur le plateau, McQueen se révèle être un partenaire plutôt dérangeant. Conscient de tenir une occasion en or, il fait tout pour tirer la couverture à lui, aux grand dames de Brynner, qui est la superstar. Entre deux prises, Steve retire négligemment son chapeau ou secoue des balles dans son revolver pour attirer l'attention du public, quand bien même il n'a pas la réplique. Autant de petits gestes d'arrière-plan qui volent la vedette à son prestigieux collègue. Le film fait un tabac et la critique salue la performance de ce jeune voyou blond qui tient tête à ses aînés avec un charisme insolent. 1963, Steve McQueen obtient un rôle taillé pour sa personnalité dans La Grande Évasion de John Sturges. Il y incarne le capitaine Virgil Hiltz, un pilote américain prisonnier des nazis, grande gueule et tête brûlée. Ce personnage indomptable, qui n'hésite pas à passer des semaines au mitard pour avoir tenté de s'évader, semble écrit pour McQueen. L'acteur s'implique physiquement comme jamais, c'est lui qui insiste pour ajouter la scène dont tout le monde se souviendra d'ailleurs, une évasion à moto, seul contre des centaines de soldats allemands. McQueen, pilote chevronné, se prépare d'ailleurs à réaliser lui-même la cascade la plus audacieuse du film, un saut à moto au-dessus de barbelés pour franchir la frontière vers la Suisse. Finalement, la production, terrifiée à l'idée de blesser sa nouvelle star, l'en empêche et confie le saut à son ami cascadeur Bud Ekins. Qu'importe pour Steve puisqu'il réalise tout le reste de la poursuite à moto lui-même, enchaînant les dérapages et les sauts dans les collines bavaroises. Sur le grand écran, le résultat est époustouflant. L'image de McQueen bondissant en triomphe TR6 au-dessus des barbelés devient instantanément mythique. Dans les salles du monde entier, le public exulte, une icône est née. Dès lors, Steve McQueen devient le visage de l'anti-héros des années 60. En 1965, il est joueur de poker roublard dans Le Kid de Cincinnati. En 1966, il décroche sa seule nomination aux Oscars pour son rôle de marin dans La Canonnière de Yangtze. En 1968, il est l'élégant et manipulateur Thomas Crown dans L'affaire Thomas Crown, où il affiche une classe folle en costume 3 pièces derrière ses lunettes désormais légendaires Persol. La même année, il tourne Bullitt, un polar qui le consacre définitivement comme le roi du cool. Dans les rues en pente de San Francisco, McQueen, qui tient à conduire lui-même autant que possible, lance sa Ford Mustang GT390 dans une course-poursuite effrénée contre une Dodge Charger, pour ce qui deviendra l'une des plus grandes scènes de poursuite automobile de l'histoire du cinéma. Il tient sa promesse faite au public du réalisme, de la sueur, des moteurs rugissants et pas de triche. À l'écran, on voit clairement Steve, mâchoire serrée, dompter le volant. Il n'a jamais l'air aussi vivant que lorsqu'il prend tous les risques. Si Steve McQueen excelle dans l'action, il sait aussi choisir des rôles reflétant sa personnalité complexe. En 1972, dans Guet-apens, The Getaway en anglais, de Sam Peckinpah, il partage l'affiche avec Ali McGraw. Leur passion à l'écran déborde rapidement dans la vie réelle. Steve vit une histoire d'amour orageuse avec Ali, qu'il épousera l'année suivante après un divorce difficile avec Neil Adams. À cette époque, sa carrière atteint son zénith. En 1973, McQueen triomphe encore dans Papillon, où aux côtés de Dustin Hoffman, il livre une performance poignante de bagnard indomptable, refusant de laisser la prison briser son esprit. Cette même année, il fait partie des porteurs de cercueil de son ami Bruce Lee, tragiquement décédé à 32 ans. Dès 1974, Steve McQueen est l'acteur le mieux payé au monde. Hollywood est à ses pieds. Et d'ailleurs, pour le blockbuster catastrophe La Tour Infernale, il négocie un cachet record et exige même que son nombre de lignes de dialogue soit égal à l'autre vedette de ce film, Paul Newman. Une requête rarissime qui montre son nouveau pouvoir. Pourtant, au sommet de la gloire, il reste méfiant envers le système, connu pour son caractère combatif
Il n'hésite pas à tenir tête aux producteurs et aux réalisateurs pour imposer sa vision des choses. McQueen a conservé cette attitude de survivant permanent forgée par son enfance meurtrie. Il bataille pour garder son indépendance et ne laisse personne dicter aucune règle. « Je vis pour moi et je n'ai de compte à rendre à personne ». Telle était sa devise favorite. Au fait de sa popularité, Steve confie même un jour, dans un mélange de fierté et de lucidité, « Si je n'avais pas été acteur, j'aurais pu finir truand ». Car sous l'icône charismatique se cache toujours l'âme du petit voyou qu'il était, une part d'ombre qu'il n'a jamais vraiment quittée et que le public devine dans chacun de ses regards à l'écran. Mars 1970, circuit de Sebring. Sous le soleil déclinant de Floride, une Porsche 908/02 file à toute allure sur la ligne droite, moteur hurlant. Au volant, Steve McQueen lui-même, concentré, le regard imperturbable derrière ses lunettes teintées. Son pied gauche est enfermé dans un plâtre. I busted it in a motorcycle raid up at Lake Elsinore, the 100-miler. Busted it in 6 places, and I'd already said I'd drive, so I got the cast on, and we just taped it up. À ses côtés, le pilote professionnel Peter Revson. Ensemble, contre toute attente, ils mènent dans leur catégorie et se battent pour la victoire au classement général face à l'écurie de Mario Andretti. Dans les tribunes, les spectateurs n'en reviennent pas. Steve McQueen, l'acteur, est en train de prendre le meilleur sur des pilotes chevronnés durant l'une des plus grandes courses d'endurance au monde. Les chronos s'affolent. Au bout de 12 heures de course, la Porsche de McQueen et de Revson franchit la ligne d'arrivée en 2e position au classement général, à seulement 21 secondes de la Ferrari d'Andretti. Steve McQueen vient de réussir l'exploit insensé de finir 2e des 12 heures de Sebring et de remporter sa catégorie, donc la catégorie 3 litres. Le public en liesse acclame l'acteur pilote et d'ailleurs Mario Andretti, fair play, déclare un brin soulagé « Si McQueen avait gagné au général, j'aurais probablement dû changer de métier ». Cette performance n'est pas un coup de chance isolé, mais l'aboutissement d'une passion dévorante que McQueen nourrit depuis l'enfance. La course, c'est son carburant vital. Je ne sais pas si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui joue, confiera-t-il d'ailleurs à son biographe William Nolan. Son cœur, lui, a toujours penché du côté de la compétition. Papa adorait la course, c'était sa drogue, dira des années plus tard son fils Chad McQueen. Sur 2 roues comme sur 4 roues, Steve a la vitesse dans le sang. Bien avant Sebring, McQueen courait déjà dès les années 50. Avec ses premiers cachets d'acteur, il s'achète des voitures de sport et s'aligne incognito dans des épreuves locales de Sport Car Club of America. En 1961, il participe ainsi à des courses de voitures de tourisme sur le circuit anglais de Brands Hatch, au volant d'une modeste Austin Mini. Le public anglais découvre avec stupéfaction que l'acteur hollywoodien termine 3e de l'épreuve, se permettant même de devancer certains pilotes professionnels. Steve commence à être respecté dans le milieu automobile. Il n'est pas là pour parader, c'est un vrai compétiteur. Et c'est sur 2 roues que McQueen s'évade le plus volontiers. À Hollywood, entre 2 tournages, il file dans le désert californien pour participer à des courses off-road sous un pseudonyme pour éviter la presse. Il s'inscrit souvent sous le nom de Harvey Mushman et participe incognito sur la grille des départs. Dans les années 60, on le voit d'ailleurs au guidon de sa moto numéro 278, une Triumph tout-terrain. Il s'aligne alors sur des courses emblématiques comme la Barra 1000 dans le désert mexicain ou le Mint 400 au Nevada, ou de simples courses régionales du moment qu'il y a du défi et du danger. À chaque fois, il fait preuve d'une détermination et d'un courage hors pair, n'hésitant pas à se blesser plutôt que d'abandonner. Il était profondément respecté par ses pairs du monde de la moto pour cela. En 1969, McQueen coproduit et finance le documentaire On Any Sunday de Bruce Brown, qui suit des pilotes de motocross et de tout-terrain. Lui y apparaît naturellement aux côtés des légendes comme Malcolm Smith ou Mert Lowell. Le film, sorti en 1971, contribue à populariser la moto aux États-Unis et Steve fait même la couverture de Sport Illustrated cette année-là, bondissant en pleine course sur sa Husqvarna Cross, regard déterminé et style impeccable. L'image fait rêver toute une génération. McQueen, sans le vouloir, est devenu un ambassadeur mondial de la compétition moto. Mais son plus grand rêve reste de piloter en Formule 1. En 1966, il envisage même un projet de film sur la Formule 1, Day of the Champion, qu'il aurait mis en avant au volant, mais le destin en a décidé autrement. Finalement, le rendez-vous de Steve avec la course automobile aura lieu sur le circuit mythique des 24 heures du Mans. En 1970, grisé par son résultat à Sebring, McQueen souhaite participer comme pilote à la célèbre course d'endurance française. Il possède alors sa propre écurie, Solar Production, avec laquelle il prépare également un film de fiction sur le Mans. Steve rêve de doubler la réalité et la fiction, courir et tourner. Il veut engager sa Porsche 917 Golf au 24 heures du Mans pour filmer la course de l'intérieur
et faire équipe avec un certain Jackie Stewart, qu'on a d'ailleurs eu la chance de recevoir sur ce podcast grâce à vous, grâce à tous les abonnements sur la chaîne. Mais vous êtes encore 80% à regarder régulièrement nos vidéos sans être abonné. Donc je vous attends, ça prend 2 secondes. Pensez à vous abonner, à le faire maintenant. Bon, bref. Revenons à notre histoire et à ce projet de courir les 24 heures du Mans pour Steve McQueen. Finalement, les producteurs du film effrayés s'y sont opposés catégoriquement, pensant que si Steve se tuait, le film allait s'écrouler. Face à ce dilemme, vivre la course réellement pendant 24 heures ou la jouer pendant tout un été de tournage, McQueen doit renoncer à piloter au Mans en 1970. Il se rattrapera en faisant du tournage de son film Le Mans en 1971, une course grandeur nature. Caméra embarquée, véritable bolide lancé à pleine vitesse sur les circuits sartois, absence presque totale de dialogue pour mieux se concentrer sur la compétition, Steve veut faire le film ultime sur la course automobile authentique jusqu'à l'os. Le tournage sera chaotique, ponctué de blessures, de retards et de dépassements de budget, et le film finalement sortira au box-office en demi-teinte, mais avec le temps, Le Mans deviendra finalement un film culte pour les puristes de sport automobile. McQueen y incarne un pilote taiseux, obsédé par la course, ce qui au fond n'est pas un rôle de composition. Dans une scène mémorable, son personnage déclare « La course, c'est la vie. Tout ce qui se passe avant ou après, ce n'est que de l'attente. » Phrase désormais gravée dans la légende populaire. Steve McQueen a tout fait pour assouvir sa soif d'adrénaline. À la ville, il accumule les bolides dans son garage d'Hollywood. À la fin des années 60, il possède tout ce qui se fait de mieux en matière de voitures. Jaguar XK SS, Ferrari 250 GT Lusso, Porsche 911 S, sans oublier la célèbre Mustang GT390 Fastback de Bullitt qu'il a gardé un temps. Et bien sûr, des dizaines de motos, Triumph, BSA, Husqvarna, Indian. Finalement, c'est près d'une centaine de machines qui composeront sa collection personnelle. McQueen aime autant les admirer que les conduire. Il roule aussi en buggy sur la plage avec l'animateur Ed Sullivan, à qui il file la frousse dans une émission télé mémorable. Il passe ses dimanches à bricoler ses moteurs et à disputer des courses de karting pour le plaisir. Toujours à la recherche de cette montée d'adrénaline, cette excitation du départ arrêté, ce frisson de la vitesse pure. Cette dualité acteur-pilote façonne McQueen. Sur les plateaux de cinéma, il est la star qui exige de faire ses cascades lui-même, qui arrive le matin en combinaison de course, ses trophées de motocross fièrement exposés dans sa loge. À la maison, il passe en boucle les enregistrements de ses courses, disséquant ses performances comme un étudiant sérieux. Hollywood l'aurait voulu entièrement dévouer au cinéma. Steve, lui, n'a jamais voulu choisir entre ces deux amours. Cette passion sans limite pour la vitesse lui aura valu autant de gloire que de blessures, autant de joie intense que de frayeur, mais jusqu'au bout, il sera resté fidèle à lui-même, un homme pour qui vivre, c'est avant tout accélérer. Août 1969, Hollywood est en émoi. Une vague de panique s'abat sur la communauté du cinéma après un crime atroce. L'actrice Sharon Tate et plusieurs de ses amis sont assassinés sauvagement par la secte de Charles Manson. Ce soir-là, Steve McQueen aurait dû être présent dans la maison de Tate pour cette petite fête entre amis. Son ami Jay Sebring, coiffeur des stars et ex-compagnon de Sharon, l'avait invité à les rejoindre. Steve avait promis de passer, mais le destin en a décidé autrement. Au dernier moment, McQueen change ses plans, préférant passer la soirée en tête-à-tête avec une mystérieuse jeune femme rencontrée plus tôt dans la journée. Ce choix de dernière minute lui sauve sans doute la vie. Le lendemain, en apprenant le massacre de Cielo Drive et la mort de son ami Jay Sebring, Steve est sous le choc. Pire encore, lors de l'enquête, la police découvre une liste noire de personnalités que Charles Manson projetait de faire tuer, et le nom de Steve McQueen y figurait. Cette révélation ébranle profondément le King of Cool. Lui qui jusque-là se sentait invincible, prend soudain conscience de sa vulnérabilité. Dès lors, McQueen vit dans la peur d'un assassin tapi dans l'ombre. Il fait installer des systèmes d'alarme dernier cri dans toutes ses propriétés, bunkerise sa maison comme une forteresse high-tech pour l'époque, et partout où il va, désormais, Steve glisse un pistolet chargé dans sa ceinture. L'acteur commence aussi à se méfier de tout le monde. Même lors des funérailles de Jay Sebring, il assiste à la cérémonie, le revolver Colt bien caché sous sa veste. Sa première épouse, Neil, confiera d'ailleurs que McQueen était devenu obsédé par la sécurité, méfiant envers les inconnus. C'est un homme hanté qui sillonne désormais Hollywood en Porsche, toujours sur ses gardes. Il faut dire qu'à la même période, Steve McQueen nourrit d'autres démons. Derrière l'image du héros intrépide, ses excès commencent à refaire surface. À la fin des années 60 et au début des années 70 sont marqués par le flower power, la libération des mœurs et aussi la consommation de substances en tout genre dans le milieu artistique. McQueen n'en fait pas exception puisque Steve fumait de la marijuana presque tous les jours, racontera plus tard son ami photographe William Caxton.
Biographes et proches évoquent également une consommation régulière de cocaïne au début des années 70. L'acteur était aussi un gros buveur de bière et de whisky. En 1972, en plein tournage en Alaska, il est même arrêté par la police pour conduite en état d'ivresse après une nuit de beuverie. La photo de son arrestation, barbe naissante et regard vitreux, fait le tour des journaux, preuve que le rebelle a franchi la ligne à ne pas dépasser. Sa vie personnelle en souffre. Neil, sa femme depuis 16 ans et la mère de ses 2 enfants, Terry et Chad, supporte de plus en plus difficilement les infidélités répétées et les frasques de son mari. Steve la trompe ouvertement, notamment avec l'actrice Ali Magro, qu'il rencontre en 1972 sur le tournage de Guet-apens. Fou amoureux d'Ali, il quitte Neil, non sans culpabilité, et épouse la nouvelle élue de son cœur en 1973. Mais très vite, ce second mariage se révèle tout aussi orageux. Ali Magro décrira plus tard leur relation comme chimique, explosive dès le départ. Steve pouvait rentrer dans une pièce et en une seule seconde, tout le monde s'écriait « Waouh, qui est-ce ?» Il était incroyablement séduisant la plupart du temps, mais il y avait aussi du danger en lui, un côté mauvais garçon, confiera-t-elle. McQueen était jaloux, possessif et exige qu'Ali abandonne sa carrière pour rester à la maison. Il veut une épouse dévouée, effacée. Paradoxalement, lui continue de papillonner. Le couple vit une période barbecue, bière et joint sur la plage, d'après Ali, mais ces moments de complicité alternent avec de violentes disputes, alimentées par la jalousie et l'abus d'alcool. Il y eut des jours merveilleux et des jours affreux, résumera plus tard Ali Magro au sujet de leur vie commune tumultueuse. Après 5 ans d'une relation en dents de scie, ils divorcent en 1978. McQueen, au sortir de ce deuxième échec sentimental, semble plus seul que jamais. Malgré la cour assidue de nombreuses admiratrices, ses excès le rattrapent encore et encore. Dans le milieu professionnel aussi, sa réputation souffre quelque peu de ce comportement. Les réalisateurs apprécient son talent, mais redoutent son tempérament. Sur le film Le Mans en 71, Steve a poussé à bout John Sturges, son mentor réalisateur, en refusant tout compromis. Sturges a fini par claquer la porte du projet en plein tournage, épuisé par les caprices de sa star. McQueen peut se montrer tyrannique, voire brutal, quand il s'agit de réaliser sa vision. Il va d'ailleurs faire attendre durant des mois le metteur en scène William Friedkin, qui lui proposait le premier rôle de French Connection, pour finalement refuser sans explication plus tard. Il admettra qu'il ne voulait plus jouer un rôle de policier à l'écran. Il a aussi refusé le rôle principal d'Apocalypse Now que lui proposait Francis Ford Coppola, car il ne se voyait pas passer des semaines dans la jungle philippine. À force de dire non et de se mettre Hollywood à dos, McQueen finit par s'isoler. Après La Tour Infernale en 1974, il n'accepte plus aucun tournage pendant près de 4 ans. Pour expliquer ce silence, certains évoquent sa lassitude d'Hollywood, d'autres ses addictions qui prennent le pas, ou tout simplement l'envie de profiter de sa vie hors caméra. Durant cette période, Steve se retire dans son ranch de Trancas Beach, en Californie, laissant pousser sa barbe et tournant le dos aux paillettes. Il pratique le yoga, rénove de vieilles motos et s'essaie même à la vie d'un homme ordinaire en réparant des vieilles Ford dans le garage du coin. Comme pour conjurer le star system, il s'efface volontairement. Malgré tout, l'appel de l'écran finit par le rattraper et en 1978, McQueen revient incognito à Hollywood, méconnaissable avec une grosse barbe et quelques kilos en trop, pour tourner un film atypique, Enemy of the People, d'après Eastben. Il y incarne un médecin idéaliste en conflit avec sa communauté. Steve espère prouver qu'il peut être un acteur sérieux, à contre-emploi de son image. Hélas, le film passera inaperçu. Qu'importe, McQueen enchaîne et en 1980, il accepte un projet de film plus commercial avec un film policier d'action, Le Chasseur, The Hunter, renouant avec le genre qui l'avait rendu célèbre. Sur le tournage du Chasseur, ses partenaires le trouvent changé. Steve, jadis infatigable cascadeur, est essoufflé après la moindre scène d'action. Lui qui aimait improviser semble distrait et il tousse beaucoup. Ses proches s'inquiètent. McQueen, grand fumeur, traîne depuis des mois une toux tenace et une douleur importante à la poitrine. Les médecins diagnostiquent d'abord une pneumonie, puis une infection virale, mais fin 79, le verdict tombe, il est implacable. Steve McQueen est atteint d'un mésothéliome pleural, un cancer rare et incurable de la plèvre, généralement causé par l'exposition à l'amiante. Pour Steve, c'est la stupeur. À 49 ans, lui qui a défié la mort tant de fois sur les circuits et a survécu à tant d'excès, se retrouve acculé par un ennemi invisible, rongeant ses poumons. Les médecins ne lui laissent que peu d'espoir et lui déconseillent toute opération lourde. Le cancer est trop avancé, son cœur ne supporterait pas l'intervention. McQueen refuse de se résigner. En homme habitué à se battre, il se lance dans une quête désespérée de traitement. Officiellement, il garde le secret sur sa maladie, mais en mars 1980, la presse à scandale évente l'affaire en titrant sur son cancer en phase terminale. Assailli de sollicitations morbides, Steve fuit les États-Unis en juillet 1980 pour se rendre incognito au Mexique.
à la recherche de thérapies alternatives que la loi américaine interdit. À Rosarito, sur la côte mexicaine, il tombe entre les mains du docteur William Kelly, un ancien orthodontiste controversé qui prétend soigner le cancer avec des méthodes non conventionnelles. McQueen s'engage dans un protocole étrange: lavement quotidien au café, injection de sérum de bœuf et de mouton, grande dose de vitamines et de latril, un extrait d'amande amer, présenté comme un remède miracle. Mexico is showing the world this new way of fighting cancer through non-specific metabolic therapies. God bless you all. Le coût du traitement est exorbitant, jusqu'à 40 000 $ par mois, mais Steve est prêt à tout et paye en liquide. Il s'accroche à l'espoir ténu d'une rémission. En public, le docteur Kelly fanfaronne, affirmant que son illustre patient sera bientôt guéri. En réalité, le cancer se propage inexorablement. En octobre 1980, Steve rentre brièvement en Californie pour faire ses adieux à ses proches. Lui qui s'était éloigné de la foi durant sa vie tumultueuse, trouve un certain réconfort dans sa spiritualité. Il assiste à de nombreux offices évangéliques et reçoit même la visite du célèbre prêcheur Billy Graham peu avant la fin. Affaibli mais combatif, McQueen prend une dernière décision risquée: tenter une opération chirurgicale en terrain neutre au Mexique pour enlever les plus grosses tumeurs qui compressent ses poumons et son abdomen. Début novembre 1980, sous le faux nom de Sam Shepard, Steve McQueen est admis dans la petite clinique de Ciudad Juárez, loin des caméras. Le 6 novembre, il subit une opération qui dure 8 heures, au cours de laquelle les chirurgiens lui retirent une énorme tumeur d'environ 5 kg logée dans son abdomen. L'opération est un choc pour son organisme épuisé et au petit matin du 7 novembre 1980, Steve McQueen succombe à la suite d'un arrêt cardiaque, seul dans sa chambre, quelques heures après la chirurgie. Il venait d'avoir 50 ans quelques mois auparavant. La nouvelle de sa mort est annoncée presque aussitôt sur les télés américaines, bien que l'acteur était incognito au Mexique, son départ ne pouvant passer inaperçu. La planète cinéma est sous le choc, les fans pleurent leur idole partie trop tôt, les magazines spéciaux affluent en kiosque retraçant sa carrière fulgurante. Lors de la cérémonie funéraire organisée quelques jours plus tard en Californie, McQueen est incinéré selon ses volontés. Ses cendres sont dispersées dans l'océan Pacifique, là où il aimait tant naviguer. Ainsi s'achève la vie intense et mouvementée de Steve McQueen, mais son histoire, elle, est loin de s'arrêter là. Plus de 4 décennies se sont écoulées depuis ce matin de 1980, et pourtant le nom de Steve McQueen n'a rien perdu de son aura. Bien au contraire, en 2007 d'ailleurs, le magazine Forbes le classe toujours parmi les célébrités décédées rapportant le plus de revenus au monde. C'est donc le King of Cool qui est une valeur sûre, synonyme de style et d'aventure. Son image est gérée précisément par les ayants droit de sorte qu'elle n'ait jamais été galvaudée. Chaque apparition de McQueen dans une publicité ou pour un produit dérivé est un événement. Son héritage se manifeste de multiples façons. D'abord auprès des passionnés d'automobile et de moto. Chaque année, depuis 2008, en Californie, a lieu le Friends of McQueen Cars and Motorcycle Show sur le campus même du Boys Republic de Chino Hills, son ancienne école de rééducation. Co-organisé par son fils, Chad McQueen, ce rassemblement géant de véhicules de collection rend hommage à la passion mécanique de Steve tout en récoltant des fonds pour l'institution qui redonne espoir aux jeunes en difficulté. En une décennie, plus de 4,3 millions de $ ont été levés pour financer les programmes scolaires grâce à cet événement, en mémoire de l'ex-pensionnaire le plus célèbre de cet établissement. La boucle est bouclée, la star qui avait commencé comme adolescent perdu continue même après sa mort à aider d'autres jeunes à se reconstruire. Hollywood, de son côté, n'oublie pas son roi du cool. En 2015, le documentaire Steve McQueen, The Man and Le Mans sort en salle, revenant en détail sur la folle aventure du tournage du film Le Mans et sur la psychologie de l'acteur-producteur, prêt à tout pour assouvir sa passion. Son fils Chad et sa première femme Neil y apportent leur témoignage, confirmant combien Steve était habité par la course et tiraillé entre ces deux mondes. En 2017, un autre documentaire intitulé Steve McQueen American Icon explore la quête spirituelle de ces derniers jours, montrant qu'au-delà de la superstar et du coureur automobile, McQueen cherchait aussi un sens plus profond à sa vie. Dans la fiction, les hommages se multiplient également. Quentin Tarantino inclut le personnage de Steve McQueen, joué par Damian Lewis, dans son film Once Upon a Time in Hollywood en 2019, le faisant apparaître le temps d'une scène comme pour rappeler au public qu'aucune histoire du Hollywood des années 60 ne saurait être complète sans lui. Les constructeurs automobiles, eux aussi, entretiennent le mythe. En 1998, la marque Ford crée la surprise en diffusant un spot publicitaire pour son nouveau coupé Ford Puma,
Par un habile montage numérique, on y voit Steve McQueen lui-même reprendre le volant comme sorti d'outre-tombe et conduire la Puma dans les rues de San Francisco sur la musique de Bullitt, avant de la garer à côté de sa fameuse Mustang verte pour aller caresser affectueusement sa moto du Great Escape. La pub fait sensation, preuve que l'aura de McQueen parle toujours aux générations successives. En 2018, Ford a récidivé en présentant une édition spéciale Bullitt de sa Mustang, et c'est Molly McQueen, la petite fille de Steve, qui a été choisie pour la présenter, devant le véritable modèle original de 68, fraîchement retrouvé et restauré. Hi, I'm Molly McQueen, and Steve McQueen was my grandfather. L'héritage matériel de McQueen est lui-même devenu légendaire. Ses véhicules personnels s'arrachent à prix d'or. Par exemple, sa Porsche 911 S de 70, utilisée dans le film Le Mans, a été vendue pour 1,375 millions de dollars en 2011. L'une de ses motos Indian de 1937 a atteint un record de 276 500 $ lors d'une vente aux enchères. Même ses objets fétiches, ses lunettes Persol portées dans Thomas Crown, sa ceinture en cuir, ses armes de collection, sont précieusement conservées ou disputées par les musées et les fans lors de ventes mémorables orchestrées par sa veuve en 2006. Enfin, au-delà des objets et des images, subsiste surtout un héritage culturel. Steve McQueen a redéfini ce que pouvait être un héros au cinéma, plus individualiste, plus sauvage, plus taciturne aussi, mais véritablement attachant. Des acteurs comme Pierce Brosnan, Gary Oldman ont exprimé leur admiration pour McQueen, soulignant ce mélange unique de charme et de danger qu'il dégageait. Sur l'écran, son influence se décèle chez de nombreuses figures qui ont suivi, de Harrison Ford à Vin Diesel. Chaque fois qu'un personnage de dur à cuire au grand cœur apparaît, on entend l'écho de McQueen. Il a incarné à la perfection l'esprit de liberté des années 60, l'anti-héros en quête d'indépendance, et cet esprit continue d'inspirer. Dans le monde de la moto et de l'auto, son impact est tout aussi palpable. McQueen a contribué à populariser les sports mécaniques et à leur donner des lettres de noblesse cinématographique. Avant lui, peu de stars osaient mettre en avant leur goût du risque mécanique. Aujourd'hui, la plupart des grandes franchises d'action comportent des poursuites en hommage aux scènes qu'il a tournées. On ne compte plus les références à Bullitt dans les jeux vidéo, les films ou les publicités. Son numéro fétiche, le 48, celui de sa Porsche à Sebring, ou son casque emblématique, orné de la bande tricolore, sont devenus des icônes visuelles instantanément reconnaissables des connaisseurs. Steve McQueen aura donc vécu 1000 vies en une seule, du gosse abandonné des faubourgs à la star planétaire, du détenu en maison de redressement au héros indomptable du grand écran, du pilote fougueux au collectionneur raffiné. Son parcours est celui d'un homme qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans une seule case. Il a repoussé les limites, enfreint les règles et vécu comme il l'entendait. Aujourd'hui encore, il demeure l'incarnation d'un certain idéal de liberté et de cool attitude. Et si l'on tend l'oreille, on pourrait presque entendre mêler au bruit d'un V8 américain qu'on fait rugir le rire discret de Steve McQueen, parce qu'au fond, tant qu'il y aura des moteurs rugissants, des routes infinies et des cinéastes assez fous pour filmer des poursuites endiablées, l'esprit de celui qu'on appelle le King of Cool continuera de vivre à toute allure et dans le cœur des passionnés.